espère que le week-end aura été plaisant et reposant. En tout cas, le grand débat national continue. Les Gilets jaunes à Paris sont toujours dans la rue. À La Réunion, les discussions formelles, informelles, les questions taraude sur le pouvoir d'achat, sur le prix du carburant, sur la cherté de la vie, ça continue. Et on va nous ouvrir le débat avec quelqu'un qui connaît bien les artisans, qui connaît bien le monde économique et que vous connaissez bien puisqu'il présente Entreprendre Plus. Mais ce soir, il est notre invité et il va nous parler du grand débat national. Bonsoir. Giraud Payette, je reçois le chef d'entreprise, mais aussi l'ancien président de la Chambre des métiers. Je reçois quelqu'un qui connaît bien également le monde politique. Il y a ce grand débat. Pour l'instant, les Réunionnais, on n'a pas beaucoup entendu les Réunionnais. C'est quelque chose qui irrite un peu Giraud Payette ? Écoutez, le grand débat a été lancé sur le plan national. On voit de toutes parts que certains maires ont joué le jeu. Donc, ils ont lancé des débats dans leur commune. À La Réunion, on s'est arrêté simplement à dire Réunionnais, Réunionnaises, si vous avez des choses à dire dans le grand débat, nous mettons à votre disposition un registre. Venez écrire vos revendications dans un registre. Je trouve la méthode cavalière, plus ou moins cavalière. C'est une forme de fuite en avant. On dirait que les maires ne veulent pas affronter le public. Je trouve ça dommage puisque on le dit souvent, le maire est un élu de proximité, donc il doit être proche de sa population. Quand ça va bien, il doit écouter, mais quand ça va mal, il doit écouter aussi. Mettre un registre, on sait bien que, d'une manière générale, le Réunionnais a envie de causer, il n'y a pas forcément envie d'écrire. Donc mettre un registre, je serais curieux de voir à la fin combien de revendications sera inscrites dans ces registres-là, mais je doute fort que ça va être encore un fiasco et on va encore passer à côté une occasion de donner la parole à la population. Mais donner la parole, c'est véritablement donner la parole, c'est pas de dire venez écrire. Donc je trouve ça dommage. À La Réunion, le grand débat pour moi est inexistant. On fait semblant de dire que on rentre dans un processus national, on va voir ce qu'on peut faire, mais réellement, pour moi, c'est une fuite en avant. Alors, fuite en avant, on le voit, le débat se centralise souvent sur le pouvoir d'achat, donc la vie chère, sur les prix du carburant, mais quelque part, je pense qu'il y a une frustration de votre part. On parle par des entreprises. Le monde économique est un peu l'oublié dans le grand débat national. On parle de pouvoir d'achat, on parle d'emploi, on parle d'un certain nombre de choses. Je me dis, mais pour qu'un pays avance, il faut qu'elle s'appuie sur une économie forte. Aujourd'hui, on peut pas dire que l'économie française se porte bien, malgré qu'on puisse annoncer un certain nombre de chiffres. Mais en tout cas, pour parler simplement de La Réunion, au regard de ce qui se passe dans les tribunaux, le nombre d'entreprises qui déposent le bilan, ce ne sont pas des indicateurs très encourageants. Donc, si nous voulons créer de la croissance, difficilement de faire autrement que de voir de prendre un certain nombre de mesures qui favorisent le développement des petites entreprises. Et on peut constater dans ce grand débat-là que rarement, ou alors on fait semblant de parler de l'économie, on parle d'économie de proximité, etc., mais ça reste très vague. On ne va pas en profondeur du problème. Et la dernière fois, j'entendais, lors d'un débat national, dans un département français, un président de chambre des métiers parler que de l'apprentissage. Oui, l'apprentissage est important, mais pour qu'on puisse recevoir les apprentis demain, pour leur donner une ambition sur un processus et une carrière professionnelle, il faut qu'ils ont en face d'eux des entreprises solides. Et la situation n'est pas celle-là aujourd'hui. Deux choses. On dit toujours que l'emploi, c'est le premier vecteur d'une cohésion sociale. Depuis 20-30 ans, avant la politique décidée du cadre pour l'économie, depuis 20-30 ans, on va dire que l'économie, mais quand je parle de l'économie, je parle du CAC 40, je parle des plus importantes entreprises nationales, bien sûr, ont pris le pas sur la politique. C'est eux qui dictent aux politiques ce qui a à faire ou ne pas faire, et on le voit. Mais surtout, à la traîne, on voit beaucoup les PME, les TPE, les PMI. On voit les petites entreprises de plus en plus en souffrance, qui ploient sous les charges sociales, fiscales. C'est un peu, quelque part, quelque chose qui doit irriter, parce que
ceux qui travaillent sont ceux qui n'ont souvent pas de salaire, qui n'ont pas de moyens, mais c'est eux qu'on n'arrête pas de pressurer, qu'on n'arrête pas de presser pour avoir tout le jus, tout ce qui reste, et eux n'arrêtent pas de souffrir. Ben, écoutez, la Chambre des métiers a lancé un débat il y a une quinzaine de jours sur le grand débat national. Bonne initiative. Je pensais qu'en arrivant dans la salle, on était nombreux. Voilà, le moment est venu, on va mettre tout sur la table. On va se dire les choses, pas de langue de bois, pas de parti pris, vraiment poser les vrais problèmes sur la table. Malheureusement, on n'était pas très nombreux. Et j'ai dit à ce moment-là au président de la Chambre des métiers actuelle et les élus qui étaient présents, il ne suffit pas de poser des questions sur des problèmes qu'on connaît déjà. Il s'agit aujourd'hui de se dire qu'est-ce que nous devons nous faire, acteurs économiques, pour contribuer à créer de la richesse dans le pays, créer de l'emploi, comment nous pouvons faire aider nos concitoyens à augmenter le pouvoir d'achat. Voilà, c'est à nous aussi. N'attendons pas des élus qui soient le Père Noël. Ils ne sont pas les Pères Noël. Les acteurs, ce sont les chefs d'entreprise. Nous, on demande aux politiques. Et vous parlez de 440. On ne va pas faire la guerre aux 440. C'est un tout, l'économie. Il faut des grosses entreprises, il faut des moyennes et petites entreprises. Mais au regard de ce qu'on a devant nous, les petites entreprises sont nombreuses en France. Et comme vous disiez tout à l'heure, on a tendance à dire ils sont là que pour payer, ils sont là que pour jouer une espèce d'équilibre mais faussé, alors que c'était un véritable atout pour créer des richesses demain. Donc, seulement cette analyse-là, il mérite que nous fassions un débat, un grand débat. Comment faire pour aider les PME pour s'en sortir, pour qu'ils soient véritablement des partenaires à la création d'emplois, à la création de richesses dans le pays, à la création de proximité. Parce qu'un emploi de proximité, c'est aussi un atout pour améliorer le pouvoir d'achat des personnes. Moins de déplacements, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais ce débat-là, il est totalement occulté. Ou alors on fait semblant. On est en train de louper une occasion là de construire autre chose. Donc il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Alors, évidemment, ça s'est pas fait sans mal, il y a eu de la casse, etc. Personne ne peut approuver ça, en tout cas moi le premier. Parce que les commerçants des centres-villes ne sont pas responsables des erreurs qui auraient pu être commises par les uns et les autres. Donc ils ne peuvent pas être les victimes de la situation. Mais l'esprit du Gilet jaune, c'est quoi ? C'est de dire, il y a un système qui ne fonctionnait plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire un système qui fonctionne mieux ? Chacun doit prendre sa place. Mais là, on a l'impression d'être dans un grand débat, mais un grand débat politique. C'est-à-dire à qui séduit l'un et l'autre pour prévoir les prochaines échéances électorales, alors que le problème y reste en entier. Alors, je pose la question, ou alors on y va tous. On connaît tous un commerçant, un artisan. Allons leur demander à ce jour, qu'est-ce qui a changé leur vie ? La réponse, à mon avis, ça sera pas grand-chose. Donc je me dis, c'est vrai qu'il faut construire dans le temps. Mais aujourd'hui, on n'a aucun indicateur qui nous remet un peu de morale, quoi. On n'a pas beaucoup de morale, parce qu'on ne sait pas où on va. Notamment, je veux dire, je passe dans la ville de Saint-Denis, dans les centres-villes, allez regarder, j'encourage tout le monde à le voir, il y a beaucoup de petits commerçants qui sont en train de fermer. Donc, on a là des éléments à se poser les questions. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, justement, puisque là, on est sur le grand débat national, on est sur le plateau de Télé-Créole, dans la Réunion là, la question, Jérôme Payette, c'est quelles sont les questions que les chefs d'entreprise, les PME, TPE, doivent poser aujourd'hui au pouvoir politique, à ceux qui décident, ou également proposer aux citoyens réunionnais français. Le moment est devenu de dire quoi et de faire quoi ? Les dirigeants de petites entreprises vont dire, la première chose qu'ils vont dire, nous sommes attachés à notre entreprise, souvent une entreprise familiale, nous payons trop de charges, nous n'en pouvons plus, l'entreprise est trop taxée. D'ailleurs, c'est la base de la première revendication des Gilets jaunes. Trop de taxes en France. Comment faire de sorte que le revenu du travail soit moins taxé ? Les entreprises, dans leur développement, soient moins ralenties par un certain nombre de choses. Les petites entreprises, ils ont besoin de se développer, ils ont besoin de concours bancaires. Quelle solution apporter aux petites entreprises ? Vous allez me dire qu'il y a plein de choses, mais en réalité, il n'y a rien. Parce que c'est tellement compliqué que le petit artisan lui-même, quand il a envie de se développer, à lui demander un prêt bancaire, quand il va vers la banque, très souvent, la manière dont on le traite, les documents qu'on lui demande, est quasiment une réponse négative. Parce qu'ils savent bien que ces gens-là aiment la simplicité. Donc il faut simplifier la vie du chef d'entreprise. On a toujours parlé de ça. Aujourd'hui, vous parlez par exemple de l'assurance maladie, l'assurance
retraite des artisans. Là, on n'est pas sur le régime général. Là. On n'est pas sur le régime général. Mais je veux dire, tous ces aspects-là, quelle protection sociale pour les chefs d'entreprise demain, pour ceux qui sont déjà en activité et ceux qui vont venir demain, quel avenir sur la protection sociale? Ben là, on n'a aucune visibilité. Donc, les problèmes bancaires, les problèmes d'assurance, de protection sociale, les problèmes de recrutement du personnel, il y a un certain nombre de paramètres à mettre en ligne de compte et mettre sur la table. Quelles sont les solutions? Et ça fait un moment qu'on en discute. Oui, mais on fait semblant, mais on fait rien du tout. On n'arrête pas de poser. D'ailleurs, c'est un petit peu comme un marronnier. Ça revient à chaque moment de débat, à chaque moment de campagne électorale. Mais qu'est-ce qui explique que... Alors, vous avez été président de la Chambre des métiers. Justement, c'est un débat que j'ai... C'est-à-dire que, quelque part, qu'est-ce qui explique que les questions sont posées et que depuis... c'est comme un petit peu comme Sir Anne qui ne voit rien venir. Alors arrêtez de faire de la langue de bois parce que c'est dire nous veut ça, nous veut ça, nous veut ça. Il est facile de dire nous veut ça, nous veut ça. Mais après nous va dire c'est le politique qui ne l'a pas donné à nous. Mais ça aussi c'est un débat un peu faussé. Et au moment où je me suis rendu à la Chambre des métiers, j'ai dit j'ai pas la science infuse, mais il fait des propositions. Il me dit est-ce que là ce serait pas le moment de redéfinir les missions des chambres de métiers pour qu'ils soient plus proche des ressortissants et qu'elle soit la courroie de transmission vers les pouvoirs publics. C'est à eux de dire ça. C'est-à-dire, voilà la situation, il y a tant d'entreprises, voilà les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées. Nous, chambre consulaire, nous vous mettons sur la table pour les problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les moyens que vous allez nous donner pour résoudre ces problèmes? Là, on est dans du concret. Là, vous soulevez un problème de manière subtile. Comment deux chefs, deux présidents de chambre consulaire, élus à la région, peuvent demander à leur instance de tutelle de regarder le cadre. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Mais ça pas fait encore un débat politique, parce qu'on va dire, mi tire sur un ou sur l'autre. Le problème n'est pas de tirer sur les uns et les autres, mais quand on a été candidat, là, on peut pas être partout. Les autres, on aurait dû dire, nous reste à notre place, nous, on est dans une chambre consulaire, et en face de nous, on a la collectivité locale, qui est le conseil régional, qui est le bailleur de fonds des chambres consulaires. Mais les autres, les juges et arbitres. Donc, vous êtes dans une position très fragilisée. Et aujourd'hui, nous voit bien, c'est qu'on a une tendance que les collectivités, ils retirent un peu les compétences des chambres consulaires. C'est une erreur, ça. Chacun doit rester à sa place. Donc, aujourd'hui, tout ça, on doit remettre sur la table. Donc, on revient sur ce qu'on disait sur le fonctionnement. Alors, qui est chambre consulaire? Qui est élu? Il faut pas mélanger, apparemment. Parce que après, chacun se retrouve plus ou moins limité dans leur espace d'évolution, dans leur espace des possibles. C'est tout un système qu'il faut faire évoluer. Après, mais ça pas non plus attaqué pour dire qu'il attaque les gens. Mais la question m'y pose, est-ce que les élus que nous sommes, chambre consulaire, nous les prêts à relever tous ces défis-là? Moi, on a l'impression que chacun y reste un peu de son côté et il défend un peu sa paroisse. Mais quand on est un élu, de manière générale, on est là pour porter le problème des autres. Et m'y voit qu'en permanence, nous survolons les problèmes. Nous restons dans les grandes directives nationales qui n'est forcément pas adaptées à celles de la Réunion. C'est paradoxal de poser cette question-là. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui explique qu'il y a eu le 17 novembre? C'est parce que jusqu'à maintenant... Mais justement, s'il y a eu le 19 novembre, c'est que les gens veulent faire une rupture avec ça. Non, c'est que justement, tout le monde a survolé les problèmes sans rentrer dans les problèmes de fond. Et quand Jérôme Yette pose la question, ça veut dire qu'on se remet en tête que finalement, ils l'ont pas fait et vous pensez qu'ils peuvent le faire. On est dans une phase un peu de mirage sur ma position. Il y en a beaucoup qui m'ont défendu ardemment les gilets jaunes. C'est peut-être vrai. Moi, on est pour que les choses changent. Après, il faut mettre la méthode. C'est pas dans la violence et dans le non-respect des autres qu'on va y arriver. Ça, il ne peut pas approuver ça c'est clair. Mais je veux dire, les gilets jaunes, ils méritent que la pose le débat, disant que dans une situation, il ne va plus, que ça nous fait. Donc, au niveau national, on voit que le mouvement continue. Donc, il accompagne un espèce d'esprit en disant que ne peut plus donner un chèque en blanc à un élu. Mais qu'on le veuille ou pas, la République est constituée de cette manière. Il y a des élections
les gens votent pour les candidats, ils sont élus, donc ils doivent porter le projet qu'ils ont défendu lors des élections et à un moment donné faire des bilans intermédiaires, dire à la population voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà ce que ça n'est pas capable de faire, mais dire la vérité. Et quand on a des blocages, je le dis, à ne pas fuir et raconter du blabla aux gens. Aujourd'hui, sur l'aspect plan économique, m'y revient là-dessus. Dans le grand débat, nous survolons encore une fois de plus le problème économique. Ou alors, nous parle des grandes entreprises. Mais le président Macron, aujourd'hui, n'est pas à l'écart en disant que la couche des PME, TPE aujourd'hui est un atout. Donc, il doit écouter les acteurs du terrain pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et quand il dit qu'il va redévelopper, par exemple, le commerce en zone rurale, je lui dis bravo. Mais de quelle manière nous allons le faire? C'est toujours pareil. On dit des grandes idées, mais la méthode, on ne sait pas comment ça va faire. Qui vont être les relais? Les chambres consulaires, les mairies, comment ils vont travailler ensemble? Aujourd'hui, il y a un tas de monde qui touche à plein de choses, mais en finalité, chacun a un petit bout pour construire une case, et la case, ils ne mettent jamais en place. Non, chacun construit le bout de sa case chez lui. Là, ça aussi, mais Mila Saoudia. Sur Payette, aujourd'hui, il y a ce grand débat. C'est l'occasion aussi de porter ce qui ne va pas. Et est-ce qu'hormis le pouvoir d'achat, donc la cherté de la vie, le prix du carburant, le prix des billets d'avion par moment, est-ce qu'il y a que ça qui ne marche pas, ou c'est vraiment le système en profondeur dans sa base qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner? Si vous posez la question de cette manière, mais dire le système ne fonctionne plus. Donc, pouvoir d'achat, la surrémunération, aujourd'hui le sujet d'actualité, est-ce qu'on doit faire une compensation sur les bénéficiaires du RSA? Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous démontrent que la société va mal. Mais le problème, c'est que on a l'impression qu'il veut tirer sur les uns et sur les autres. Il faut poser le problème globalement. Il faut reconstruire un mode de développement économique et social. Alors, qui va être autour de la table? C'est pas du fait du grand blabla. Je veux dire, on a un président, on a des ministres, on a des députés, mais c'est à eux. Ils savent quelle est la situation. C'est à eux de prendre en main tous ces problèmes et prendre les décisions qui s'imposent. On parle de pouvoir d'achat, il y a eu la loi Lurel. On nous a parlé très longtemps de ça. Mais je me pose la question, si ce problème revient sur la table aujourd'hui, à quoi servit cette loi? Donc, en tout cas, on a fait une émission, on a vu que cette loi n'a servi à rien. Ben voilà. Alors, est-ce qu'on va... Quand il dit cette loi ne sert plus à rien, ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Elle n'a jamais servi, en fait. Mais voilà, on n'a jamais appliqué. On fait des choses... Là, on fait des lois et qui n'est pas adaptées. On reste tout le temps dans le même... La bonne preuve, c'est que les Gilets jaunes sont descendus dans la rue pour protester très fermement sur le prix du carburant, et quelques semaines après, le carburant a augmenté. Vous voyez, donc... comme les prix pendant... Voilà, pas seulement le carburant, d'ailleurs. Juste après le mouvement des Gilets jaunes à La Réunion, les prix ont quand même beaucoup augmenté dans les grandes surfaces. Mmh. C'est une réalité aussi. Finalement, ce sont toujours les mêmes qui s'enrichissent et ce sont toujours les mêmes qui se plaignent ou alors qui payent et qui, malheureusement, n'ont pas le choix non plus. Après, les gens vont dire « Ah oui, peut-être le statut de la Réunion n'est pas adapté. Peut-être que le système fiscal, les taxes douanières n'est pas bien réparti. » Il y a un ensemble de problèmes. Mais j'ai tenté à dire, c'est que c'est à ceux qui ont la responsabilité de voir ces problèmes-là et prendre les décisions qui s'imposent. N'attendez pas que la rue vous dise « Nous ne sommes plus d'accord avec vous. C'est vous qui avez les leviers. Le message a été passé, ça ne marche pas. » Vous qui êtes en place actuellement, qu'est-ce que vous allez faire pour que les choses changent et bougent dans l'intérêt du plus grand nombre? C'est ça la responsabilité. Mais est-ce que ces gens qui sont en place aujourd'hui ne sont pas en train de regarder à travers les grilles pour voir comment on peut contourner? Mais contourner un problème aujourd'hui, il va ressortir demain. Donc c'est à eux, c'est de dire on va faire un référendum, je veux bien, mais ils sont un résultat d'un référendum. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement après ce référendum-là? Est-ce que les gens qui ont le pouvoir vont revoir leur position, leur manière de traiter les problèmes qui est occasionné par qui sont subis par les citoyens? Alors qu'est-ce qu'ils vont faire réellement? Donc c'est trop facile de dire la rue est pas contente, la rue est dans le désordre, la rue casse. Ok, ça c'est le constat. Mais vous qui êtes en place, est-ce que c'est pas vous qui avez créé ce désordre? Si vous l'avez créé, mettez de l'ordre. La question reste quand même posée depuis, et j'allais dire que depuis le PDA de Paul Vergès dans les années 80 à aujourd'hui, c'est le seul apparemment projet
qui a été fait pour La Réunion depuis 2009, la Lodéum, depuis les Gilets jaunes. La Réunion, nos élus, les acteurs économiques ont du mal à constituer. Il y a eu le livre bleu qui a été remis à la ministre de l'Outre-mer, Mme Girardin, et il y a le mémorandum qui a été déposé à Bruxelles par Jean-Paul Virapoulet et Didier Robert au moment où ils étaient encore quai et chemise. Mais sinon, on a l'impression que c'est des documents qu'on donne, mais à l'arrivée, c'est difficile de voir vraiment des projets concrets à l'intérieur. Et ce qui est encore plus paradoxal, on l'a vu, et Annie Girardin l'a dit également, on a oublié de mettre dans le livre bleu la cherté de la vie, la transparence. J'y suis, mais j'entends, m'a déjà eu une expérience. Quand moi j'étais président de la Chambre de métier, m'y passait souvent à signer des conventions avec les uns et les autres. Et un beau jour, il me dit, mais moi, là, signé une convention tel jour, comment ils vivent ces affaires-là? Ben, quand on regarde, n'a pas grand-chose. Ben, moi, je serais tenté de dire, ou peut-être à un autre niveau, mais quand il remet un compte-rendu, un rapport d'assises, de mémorandum ou je sais pas quoi, souvent, c'est des gros documents bien écrits, sûrement bien dit, mais quand on voit ça, souvent, ils passent aux oubliettes. C'est-à-dire, on occupe des gens à réfléchir, à écrire des propositions, et quand tu arrives à certains niveaux, il y a un blocage. Et on se pose la question, ben, à quoi ça sert en permanence de faire des assises? Il y en a eu des assises d'outre-mer. Il s'est dit beaucoup de choses à l'époque. On a même parlé... En 2009, il y a eu les assises d'outre-mer qui a débouché sur la Lodéum. Au moins, ça a débouché quelque chose. Mais il veut dire aujourd'hui, le désordre que nous en avons aujourd'hui, les gens tous ces gens qui sont au pouvoir, ils savaient bien qu'à un moment donné, ça allait péter, non? Ah bah, d'ailleurs, il y a un maire de l'Est qui a dit il a vu venir le mouvement social. Tu n'as pas besoin de lire d'une boule de cristal, avec tous les problèmes que peut subir la population. À un moment donné, il fallait y avoir des remontées. Ça aurait été bien aussi de voir un petit peu quelle est la responsabilité des hommes politiques dans ce mouvement social. Alors, l'un aille à fond, l'un aille fuit. Donc, tout à l'heure, il disait, la manière de dire, venez, m'en a un livre, viens écrire dedans, c'est une manière de... Alors, quand il y a une campagne électorale, tout le monde, ça fait tirer une quartier à droite, à gauche, il s'accorde avec la population. Et là, quand il y a de l'ordre de grands débats, est-ce qu'ils ne pourraient pas faire la même chose? Allons dans les quartiers, allons causer avec tout le monde. Laissez les gens exprimer eux autres, il y a sûrement des choses à dire. Après, nous, on a fait un grand compte rendu. Mais un monde vient écrire à la mairie, sincèrement, c'est pas la méthode. Donc, c'est pour le sujet du grand débat. Pour moi, le grand débat était... Je ne parlerai pas sur le plan national. Moi, là, pour assez des éléments pour évaluer. Mais en tout cas, pour le peu ce que l'on a vu ici, c'est une occasion ratée. Et il est bien dommage parce que la population en a un ressenti qu'elle a envie de dire, mais on a l'impression que le verrouillé. Il y a quand même une opportunité. Il y a les élections de cette année, les européennes, le 26 mai 2019, donc. Il y aura l'année prochaine les municipales. Est-ce que le contexte électoral, politique et électoral, aura une influence justement sur la façon d'orienter le débat? Mais ça veut dire que les élections est le véritable débat démocratique. Il y aura la campagne électorale. Après, chaque citoyen a un pouvoir dans ses mains de dire mieux veut changer son bulletin de vote. Son bulletin de vote. C'est un moyen d'expression, ça. Donc, mais c'est pour dire que c'est pas non plus en restant sa case, ne pas aller voter, que nous règle le problème. Le taux d'abstention, il veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, la population n'a plus confiance au monde politique. Ça a été dit et on redit dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais m'y pose une question. Comment faire autrement sur un développement d'un pays sans avoir un organe politique? Quelle est l'autre organisation existante qui peut prendre dans ses bras le problème du développement de la population? On passe par des élections. Qui dit élection dit mouvement politique. On peut se dire hors politique, on peut se dire sans étiquette, on peut dire plein de choses. Mais c'est quand même affronter des urnes, donc c'est un acte politique. Alors, aujourd'hui, il nous reste 5 minutes pendant cette discussion. Aujourd'hui, quelles sont les propositions de Giraud Payette? Qu'est-ce qu'il propose dans ce débat et qu'est-ce qu'il souhaite voir mettre en place? Moi, personnellement, ce que m'y souhaiterais, c'est comme on l'a dit à la Chambre des métiers la dernière fois, probablement il faut changer la méthode de fonctionnement, notamment dans les institutions. Il faut plus de clarté. C'est-à-dire à savoir qui fait quoi, mais pas qu'on ait une démarche administrative, par exemple, dire voilà, tel bureau, tel bureau, tel bureau. Simplifier la vie du citoyen.
C'est-à-dire, il faut qu'on soit on prenne plus de temps à aller chercher un emploi qu'à aller régler les papiers dans les bureaux. On comprenne plus de temps pour un chef d'entreprise de produire dans son activité pour créer de la richesse que de régler les papiers. Qu'on arrête de nous bloquer avec des démarches administratives qui peuvent être tout simplement simplifiées. Alors midi, quand il s'agit de l'État, il simplifie. Prélèvement à la source. Aujourd'hui, dans l'économie, la réponse aux appels d'offres de manière dématérialisée. Donc, eux, ils simplifient pour eux, mais ils ne simplifient pas la vie du citoyen. Donc, le rôle aujourd'hui, c'est de demander beaucoup plus de simplification. Maintenant, le deuxième élément. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage important à La Réunion, qui est de 30%. Nous savons que on n'aura pas le tout emploi, c'est impossible, même sur le plan national. Mais il faut qu'on lutte contre ce taux de chômage et qu'on crée de l'activité pour créer des emplois. Donc, il y a des millions et des millions qui ont été investis à La Réunion pour former des gens. Je me pose la question, si on investit autant d'argent, on a formé autant de personnes, pourquoi il y a un taux de chômage aussi important? En clair, je suis en train de dire, on ne peut plus considérer le parcours d'une personne sans intégrer la participation du monde économique. Le monde économique est trop en retrait sur tout ce qui appelle même la filière éducative, l'éducation nationale et les formations professionnelles. Nous sommes trop en retrait de tout ça. Il faut qu'on forme un bloc, c'est-à-dire tous les acteurs se travaillent ensemble pour savoir là où il faut former les gens, là où il y a de la demande pour de l'emploi. Il faut être en clair précis dans nos démarches. C'est de ne pas faire des grands cahiers des choses qui ne correspondent pas à la réalité. On doit combattre quoi? Donc, le chômage, la simplification, et bien évidemment, un élément qui touche tout le monde, c'est le pouvoir d'achat. Alors, vous allez me dire, moi, je ne suis pas pour, je le dis ouvertement, contre la suppression de la rémunération, la surrémunération. Je dis tout simplement, on ne réglera pas le problème en enlevant sur les autres, il faut surtout trouver la solution pour donner aux autres qui n'ont pas. Alors, non pas, c'est quoi? C'est de trouver des pistes, et il y en a, d'augmenter les salaires. Quand on demande les salaires, on demande évidemment le pouvoir d'achat, mais on demande la motivation de la personne. On demande sa volonté de productivité aussi. Donc, nous, le monde économique, on peut participer à un débat là-dessus. Le débat, comment faire pour donner du pouvoir d'achat aux Réunionnais, aux Réunionnaises. Mais ça ne peut pas se faire sans le monde économique. Mais qu'on arrête de faire de la langue de bois, disons ce qu'on est capable de faire, pas fuir. Parce que quand on donne du pouvoir d'achat aux gens, c'est de l'argent réinvesti dans l'économie. Donc c'est toute la Réunion qui va y gagner. Et est-ce que ça, quelque part, par ricochet, est-ce que ça ne va pas compliquer la vie des petites entreprises qui n'ont pas les moyens, elles, d'augmenter, de donner un peu plus? La réponse, c'est il faut leur donner les moyens. Ah, d'accord. C'est là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse. Quels sont les moyens qu'on peut donner aux petites entreprises pour qu'elles puissent accompagner cette orientation qui consiste à dire il faut augmenter les salaires des employés. Mais un bon chef d'entreprise, il ne peut pas être opposé à ça. Mais il faut qu'il y ait une discussion. C'est-à-dire on ne peut pas évoluer avec le taux de charge sociale, par exemple, qu'on a sur les salaires et nous demander à augmenter les salaires. Là, vous plombez l'entreprise. Mais si on fait un regard général sur les cas, nous, l'État peut faire ça, l'entreprise peut faire ça, on est dans du gagnant-gagnant. Donc, on peut réussir à faire des choses, mais qu'ils écoutent les bons acteurs, pas toujours les mêmes, qui racontent les mêmes salades depuis des décennies. Dans ce cas, là, on en revient toujours au même point. En tout cas, il faut faire évoluer le système. Ah, là-dessus, je signe tout de suite, c'est du 150%. Le système n'a pas fonctionné. Et qu'on arrête de nous bassiner le statut pas adapté. Non. C'est d'abord l'engagement des hommes. Le statut vient après ça. C'est comme tout à l'heure, on l'a dit, rapport des assises, rapport de tout ça. Non. Concrètement, nous, acteurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous, État, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on peut signer un accord qui soit lisible pour tout le monde. D'accord. En tout cas, on aura fait le tour au moins là-dessus et j'espère qu'on aura le débat. Je ne sais pas si on trouvera les acteurs économiques qui souhaiteraient débattre là-dessus, voir quel apport. On n'a pas entendu beaucoup les responsables de syndicats, de chefs d'entreprise, en tout cas là-dessus, y compris Dominique Vienne du Césaire. Je n'ai pas eu l'occasion, moi, en tout cas, de l'entendre. Donc, on aura l'opportunité à un moment ou à un autre de voir un petit peu. Justement, ce CGR, sans attaquer Dominique Vienne, j'ai rien contre lui, moi. Mais d'une manière générale, ça a été le rôle des CGR, ça, tous les problèmes qui sont mis sur la table aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas été débattu préalablement avant que tout ça pète au sein du Conseil économique et social? Et souvent, on nous dit, la région, par exemple, ne suit pas on dirait pas les directives, les orientations réfléchies par le Conseil économique et social. La première action que moi j'ai, à quoi vous savez?
D'accord. En tout cas, la question est posée. Merci, Giro Payette. Je rappelle donc que vous êtes chef d'entreprise et vous êtes venu là donc à titre de chef d'entreprise. Je rappelle également que vous avez été également président de la Chambre des métiers et que vous êtes souvent sollicité donc pour les élections qui sont sur le calendrier. Merci à vous. Merci.